Bon, merci d'être revenu. Alors, on va regarder le théorème suivant. Soit B, un nombre premier, grand. Donc peut-être 1 million, ça marche. De cet ordre de grandeur. Alors, il existe une infinité de nombres premiers P sans chiffre. Voilà, il faut choisir un chiffre. Alors je vais choisir 4 en base B. On va essayer de démontrer ça. Alors ce ne sera pas une preuve complète, mais je vais montrer des idées qui sont utiles pour la preuve. Alors en fait, non seulement on va montrer qu'il y en a une infinité, mais on va les compter. Donc ça, c'est encore plus fort. Donc, alors on peut les compter avec... Ok. Alors je vais prendre des notations. Donc en fait, je vais prendre K, c'est un paramètre entier qui va tendre vers l'infini après. Et puis donc on va regarder le nombre de nombres premiers plus petit que B exposant K. D'accord? Et donc j'ai l'indicatrice que n est un nombre premier, et puis l'indicatrice que n est dans B, où B, ça va être l'ensemble des n qui sont sans chiffre 4 en base B. D'accord? Et donc ça compte le nombre de nombres dans B qui sont aussi premiers. Et ça, c'est asymptotique à une constante qui dépend seulement de B, et puis le nombre d'éléments de B plus petit que B exposant K, c'est B-1 exposant K, puisque pour chaque chiffre, donc ça va être des nombres avec au plus K chiffres, et pour chaque chiffre, je n'ai pas le choix de 4, mais sinon j'ai tous les choix. Et puis, comme c'est un nombre premier, on va avoir divisé par log de B exposant K. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on va obtenir. Et puis, je vais expliquer c'est quoi cette constante, pourquoi c'est pas 1. Mais... Voilà. Alors, je vais prendre encore une notation. Donc, n, ça va être B exposant K. On va faire plus court. Et puis, on va remplacer l'indicatrice que n est un nombre premier par ce qu'on fait tout le temps en théorie génétique des nombres. En fait, on va compenser le fait que la densité des nombres premiers, ça tend vers 0, comme 1 sur log n. Et on va définir, donc on va multiplier par log n. Et puis on va faire l'indicatrice que n est un nombre premier. Alors, si je fais ça dans un exposé, les gens vont crier, parce que ça, c'est pas la fonction de von Mangold, celle qui s'écrit lambda d'habitude. Normalement, il faut aussi que ce soit non nul quand n est une puissance d'un nombre premier. Mais pour nous, ça va marcher. D'accord? Et donc, l'intérêt, c'est que, par exemple, la somme pour n plus petit que n de lambda de n, c'est équivalent à n au lieu de n sur log n. En fait, toutes les formules sont plus simples avec cette fonction-là. Mais on pourrait faire la preuve avec l'indicatrice des nombres premiers, si on veut. Ok, alors. C'était premièrement. Alors maintenant, je vais parler de somme d'exponentielle. D'accord? Alors on va voir pourquoi c'est utile plus tard, mais d'abord je vais définir la notation suivante. Donc on va définir E de θ. C'est juste l'exponentielle complexe E exposant 2i θ. C'est beaucoup plus de symboles d'écrire ça, alors tout le monde écrit ça en théorie elliptique des nombres. C'est une notation standard. D'accord? Donc là j'ai le cercle unité pour les nombres complexes, et donc si ici j'ai un angle θ en radian, alors ça c'est le nombre complexe de θ,
Peut-être que c'est 2pi θ. OK? Et puis on va regarder les sommes de nombres de ce type-là. Alors, lemme 1. Donc pour s'habituer aux sommes d'exponentielles, si je prends la somme pour tous les n entre 0 et n de l'exponentielle e de n sur n, qu'est-ce que ça vaut? 0, 1, j'entends des réponses contradictoires. La plupart des gens disent 0. Donc c'est 0. Ça, c'est... Mais je comprends pourquoi il dit ça, parce que maintenant je vais changer le problème. Je vais dire soit A un entier. Alors ça, c'est 0 si... C'est quoi la condition? Donc si A n'est pas divisé par n, et sinon, c'est... D'accord? Parce que si A est divisé par n, alors ça, on fait que des sommes de 1, et donc ça fait n, et sinon, ça va faire le tour, et en moyenne, ça fait 0. Donc, voilà. Ça, vous savez. Alors, une autre somme. Donc là, on a fait une somme d'exponentielle. C'est E de n puis quelque chose, constante. La constante, c'est A sur grand N. Donc c'est un nombre rationnel. Maintenant, on va regarder une somme n alpha, où alpha peut être irrationnel. Alors, soit alpha en R. Si on fait la somme pour n plus petit que n, de E n alpha, alors qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, c'est une progression géométrique. OK? Comme dans ce cas-là. Et donc, on peut calculer explicitement. Et on peut aussi donner une borne. Donc, ça, je rappelle, ça veut dire que peut-être que je devrais écrire 10 ou une constante là, mais on ne l'écrit pas. Alors, en fait, quand est-ce que cette somme va être petite? Eh bien, disons plutôt quand est-ce qu'elle va être grande. Si alpha est 0, ben, ça va être grand. Okay. En fait, si alpha est entier, ça va être grand, parce que ça va être 1. Donc en fait, on veut dire que c'est grand si alpha est proche d'un entier, et sinon, c'est petit. Okay. Donc je vais faire une définition qui est standard aussi. Donc, la norme comme ça de alpha, c'est la distance entre alpha et le plus petit, l'entier le plus proche. Okay. Voilà, on veut une borne en fonction de cette distance. Et donc, c'est petit que 1 sur la norme de alpha. Okay. Mais si alpha est très petit, alors 1 sur truc, ça va être très très grand. Et donc, on peut dire aussi que c'est le minimum entre la borne triviale où on met juste des valeurs absolues à l'intérieur, c'est n, et puis 1 sur alpha. D'accord? Bon, c'est pas mal. Alors, on va faire une autre somme exponentielle. Maintenant, je vais faire... Je prends un nombre naturel Q, et puis je vais regarder la somme AQ égale 1, E exposant N A sur Q. Alors, il faut que je dise ce que c'est. Donc ça, c'est le PGCD de A et Q. Okay. Et là, je devrais dire A est dans quel ensemble. Donc quand j'écris ça, ça veut dire que A est entre 1 et Q. Okay. Strict si on veut. Sinon, ben, disons égal, comme ça, si Q égale 1, ça marche aussi. Bon. Donc ça ressemble à la somme avant, sauf que maintenant, il y a la condition qu'on va sommer que des racines primitives
l'unité en quelque sorte. Enfin, il faut que le... Voilà, ça c'est une racine primitive QM de l'unité. Alors ça fait quoi? Bon, c'est moins évident, c'est plus une progression géométrique. Donc on va faire des exemples. Donc selon la valeur de Q. Donc si Q égale 3, donc je vais avoir celui-là et celui-là. Okay, donc ça fait moins 1. Si Q égale 4, je vais avoir le 1 et le 3. Donc ça va faire lui et lui. Vous comprenez le dessin là? C'est quoi N, c'est un nombre naturel quelconque. Non, mais la somme. Désolé, il n'y a pas de N. Ok. Q égale 4, ça fait 0. Q égale 5. J'ai là, 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 là. Moins 1, parce que si on rajoute lui, ça fait 0. C'est ce qu'on a vu avant. Quand c'est premier, ça fait moins 1. Bon, prenons un truc non premier. Que là, j'ai 1 et moins 1. Parce que 2, 3, 4, c'est pas premier avec 6. Et donc ça, si vous calculez, ça fait 1. Donc c'est des sommes de nombres complexes. Et bizarrement, ça fait toujours un nombre entier. Déjà, c'est pas évident. Alors, on va prendre un autre nombre, peut-être 8. C'est peut-être pas étonnant, en effet. 8. Alors, ça va faire 0. Donc j'ai le 1, le 3. Ah, bref, je vous laisse faire le dessin. Ok. Bon, alors c'est quoi la règle? Oui, donc la réponse c'est mu de Q. Ça, c'est 0 aussi. Il existe un nombre premier dont le carré divise Q. Donc sinon, ça veut dire que Q est square free. Et donc, si Q est un produit de nombres facteurs premiers distincts, alors c'est moins 1 exposant ce nombre de facteurs premiers. C'est pour ça que quand Q est premier, ça fait toujours moins 1. Et puis là, 6, c'est 2 fois 3, donc ça fait 1, etc. OK? Et la preuve, c'est un exercice. Donc c'est un problème assez marrant, il faut le faire chez vous. Si vous voulez un indice, en fait, il suffit de le faire quand Q est une puissance d'un nombre premier, et après, le cas général, c'est déduit facilement. Ok. Alors. Maintenant, on va voir l'identité de Parseval dans ce contexte. Donc, on a vu la fois dernière avec la transformée de Fourier continue. Donc ici, je vais définir la transformée de Fourier discrète. Donc je rappelle que ce qu'on veut, c'est regarder la somme, l'indicatrice B de n. Donc ça, c'est les nombres qui n'ont pas de 4 en base B. Et puis l'indicatrice, l'indicatrice des nombres premiers, mais à la façon pondérée. Donc. Alors je vais définir la transformée de Fourier discrète de l'indicatrice de B. Ça dépend d'une variable réelle alpha. C'est une fonction impériodique. C'est la somme pour tous les n entre 0 inclus et n exclus de 1b de n e n alpha. Ok. Donc c'est une somme d'exponentielles et on prend seulement si n est dans b, sinon on ne prend pas le terme correspondant. Donc on a déjà vu des exemples de sommes comme ça. Et la même chose pour l'autre. Donc là, je m'arrête à n, où n, c'est b exposant k, c'est celui que j'ai défini au début. Et ici, donc ça, c'est des définitions. Ça, c'est la même chose avec lambda. OK? Et maintenant, c'est quoi l'identité de Parseval?
c'est que ce qui nous intéresse, c'est la somme en Fourier. Et alors, il faut diviser par n. Ça va être la normalisation qui fait marcher les choses. Et puis, j'aurai comme ça. D'accord? Donc, ça, c'est deux fonctions qui sont impériodiques. Et là, je vais prendre toutes les fractions n sur n, où n est entre 0 et n. Et puis, je vais faire la somme comme ça. Donc ça, c'est le lemme. Okay. Et c'est quoi la démonstration du lemme? Alors, on remplace cette fonction par sa définition. Donc ça va donner une somme. Et puis là, une autre somme. Et puis on intervertit l'ordre de sommation, c'est des sommes finies. Et après, on utilise le lemme 1 probablement, qui permet de dire que les termes ou la enfin bref, c'est un exercice. Si je ne fais pas d'exercice, je ne pourrais pas terminer. Alors, ça c'était la partie somme exponentielle. Et donc on a réécrit notre problème en Fourier. Et on va voir qu'en fait, ça, on peut l'attaquer. Alors qu'avant, ça a l'air complètement impossible. Combien de nombres premiers d'une certaine forme? Pas de technique. Alors qu'ici, on va avoir des techniques. Donc, on va regarder les premières propriétés de cette transformée de Fourier discrète de l'indicatrice de B. Le lemme 5, on peut déjà la calculer en 0. Ça fait combien? Donc on met 0 ici, donc l'exponentielle ça fait 1, et on compte juste le nombre d'éléments de B plus petit que n, donc on a déjà fait, effectivement, ça fait b-1 exposant k. D'accord? Vous vous souvenez que n c'est b exposant k. Maintenant on va calculer une autre fraction. On va calculer a sur b. Donc b c'est notre base, c'est une constante qui est grande, peut-être 1 million quelque chose. Et on va regarder a sur b, où a est premier avec b. Ok? Qu'est-ce que ça fait? On peut le calculer explicitement, c'est comme ça, sauf que le calcul est un peu plus difficile, puisque ça c'est pas toujours 1, mais en fait ça va pouvoir valoir que b valeurs différentes, ce sera les racines bm de l'unité. Donc on va faire le calcul. On voit qu'il y a des valeurs de n sur n pour lesquelles on peut calculer explicitement la fonction. Donc là, je vais la calculer. Donc la fraction a sur b, ça correspond à prendre n qui vaut a fois b exposant k moins 1, petit n. D'accord? Maintenant, faisons le calcul. D'accord? Donc par définition, c'est cette formule-là. Et on se souvient que... Bon, je vais l'écrire. Donc ça, c'est une fonction impériodique, E. Donc ça va dépendre que de la valeur de n modulo B. D'accord? Et donc, on va faire la somme sur toutes les valeurs possibles modulo B. Donc ça veut dire que m est entre 0 et b, moins 1. Donc, je vais faire la somme sur tous les n qui sont congrus à quelque chose, modulo b. D'accord? Et puis ici, j'ai E n a sur b. Vous êtes d'accord avec ça?
J'ai juste divisé selon que vaut le reste de la division de n par b. Et maintenant, ça, comme n est congruent à m modulo b, c'est la même chose avec juste m. Donc ça ne dépend pas de n. Et donc je peux le sortir ici de la somme. Et donc j'ai plus que la somme b pour n congruent à m modulo b. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on regarde notre ensemble b qui nous intéresse en progression arithmétique. Ça, c'est une progression arithmétique, modulo b. Et donc, en fait, cette méthode qu'on est en train de faire, ça s'appelle la méthode du cercle de Hardy-Littlewood. C'est cette méthode qui a permis de produire le théorème de Vinogradov, que tout nombre suffisamment grand impair est la somme de trois nombres premiers. Eh bien, pour l'appliquer, il faut comprendre nos ensembles en progression arithmétique. Et là, il faut comprendre B. D'accord? Donc, là, on fait la somme sur tous les n congruents à m modulo b. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n s'écrit, ça c'est l'écriture modulo b. D'accord? Comme il faut qu'il soit dans b, on a b moins 1 choix pour tous ces nombres-là, pour le chiffre. Donc ça, c'est les chiffres de n en base b. J'ai b moins 1 choix à chaque fois, sauf à la fin, je suis obligé de mettre m. OK? Donc j'ai b-1 exposant k-1 possibilités. Ça va être la valeur de cette somme. D'accord? Sauf si m égale 4. Je n'ai pas le droit d'avoir le chiffre 4. Donc si m égale 4, cette somme, ça va être 0. OK? Donc, c'est égal à la somme m modulo b, e m a sur b, et puis j'ai b-1 exposant k-1, indicatrice que m est différent de 4. Donc, ici, je vais le mettre là, m différent de 4. OK? Et ça fait quoi? Ben là, j'ai b-1 exposant k-1. Et là, je fais la somme sur toutes les racines bm de l'unité. Sauf une, celle que j'exclus. D'accord? Mais la somme de toutes les racines de l'unité, ça fait 0. Donc cette somme, ça vaut moins celle que je ne prends pas. Donc c'est moins E de 4A sur B. OK? Donc j'ai réussi à calculer ma somme exponentielle. OK? Très bien. Alors maintenant, on a regardé un peu ce que ça pouvait valoir la transformée de Fourier de B. On va passer à celle de lambda. L'M6. On transformer Fourier de lambda en 0, ça fait n. D'accord? Parce que ça, c'est juste la somme des lambda de n. Et lambda, on avait fait en sorte que ça fasse n. D'accord? Si j'avais mis l'indicatrice de nombre premier à la place, j'aurais eu n sur log n. Donc en fait, c'est pas égal, mais c'est à peu près égal. Okay? Et donc, je vais faire ça beaucoup dans cet exposé. Je ne vais pas écrire les termes d'erreur, sinon c'est trop long. Mais ça ne veut pas dire que c'est vraiment très compliqué. Alors maintenant, je vais calculer en moins A sur B. Alors, je me demande si... Donc quand j'avais mis Parseval, c'était n sur n, et puis moins n sur n. Je ne sais pas si j'ai oublié le moins ou pas, mais voilà. Alors maintenant, on va calculer ça, et on fait la même preuve pour le deuxième. D'accord? Donc il faut calculer en fait les nombres premiers en progression arithmétique modulo b. Ça va être exactement comme avant. OK? Donc avec les mêmes manipulations, j'ai la somme pour tous les m modulo b.
et puis j'ai E MA moins MA sur B, et puis la somme des lambda de n plus petit que n, et n congru à m modulo B. Okay. Donc là, je suis en train de compter les nombres premiers en progression arithmétique modulo B. Donc là, je dois utiliser un théorème. Donc avant, j'ai utilisé le théorème des nombres premiers là, pour dire que ça faisait n. Et ici, je dois utiliser le théorème des nombres premiers en progression arithmétique. Donc c'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est par exemple le théorème de Siegel-Waldfisch qui dit que si le B là n'est pas trop grand par rapport à n, alors ça, c'est exactement une proportion 1 sur phi de B du nombre de nombres premiers total. D'accord? Oui, si m est premier, sinon il n'y en a aucun presque. Donc ça, bon, n c'est b exposant k, et 4 envers l'infini, b c'est grand mais c'est fixé. Donc on peut bien appliquer le théorème, je ne vais pas écrire le terme d'erreur, mais donc ça va faire n sur phi de b. C'est égal à n sur phi de... Pardon, n sur b moins 1, parce que je vais prendre b premier pour me simplifier la vie. Ok? Donc c'est une approximation, mais asymptotiquement, c'est correct. Donc si on veut faire la preuve rigoureusement, il faut écrire le terme d'erreur, etc. Et donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai n sur b moins 1, et puis la somme pour tous les m petit que b, e moins m a sur b, et il faut aussi que m soit non nul. Parce que si m est nul, alors ça c'est faux, ça fait juste 0. D'accord? Et ça c'est quoi? En fait, ça c'est la somme de toutes les racines bm de l'unité. Le a il est premier avec b, donc ça ne change rien quand on multiplie par a, ça va faire une permutation des trucs. Donc c'est juste moins 1. Donc ça fait moins n sur b moins 1. Donc c'est bien, on a calculé, ça fait moins n sur b moins 1. Ok. Alors, la M7, on peut faire le même calcul en fait avec, au lieu de b exposant L au dénominateur. Donc, ça va marcher pareil. On va faire la somme de tous les m, mais ici ce sera b exposant L. Ok. Et puis on a encore le théorème ici, progression arithmétique si on veut. Et puis là, je vais avoir la somme de tous les m plus petits que b exposant L qui sont premiers avec b. Sinon, j'aurai rien. Et donc là, j'utilise l'autre somme exponentielle où j'ai la condition de PGCD équivaut 1. Et donc j'ai mu de truc. Mu de b exposant L. Et donc mu de b exposant L, ça fait 0. Si L est plus grand ou égal à 2. Ok? Donc ça, c'est un exercice. Ok? On utilise le résultat tout à l'heure. Ok. Donc on sait calculer l'indicatrice de B transformée de Fourier pour certains rationnels et aussi lambda. Donc maintenant on va faire la somme de tout ce qu'on sait déjà. Ok? On va voir ce que ça vaut. Après il y aura toutes les fractions n sur n, petit n sur grand n, qu'on n'aura pas calculé encore. Il faudra le faire. Mais on va déjà voir pour ces fractions-ci, qu'est-ce que ça donne. Donc, alors là aussi j'aurai une restriction que B exposant L ne doit pas être trop grand, parce que pour utiliser le théorème des nombres premiers en progression arithmétique, il ne faut pas que B soit trop grand. Et donc j'aurai plus petit qu'un paramètre D, où D c'est log n à une certaine puissance, disons puissance 10. C'est ce qui est donné par le théorème de Siegel-Waldfisch que j'ai dit tout à l'heure. Okay. Alors, maintenant on va calculer donc, la contribution des fractions
avec dénominateur 1 et puis dénominateur B, où A et B sont premiers entre eux. Okay. Et puis je peux même prendre les A sur B exposant L, où A et B sont premiers entre eux, et B exposant L est plus petit que ces paramètres. Donc ça, je peux calculer. Donc dans cette somme, la somme de ces trucs-là. Donc pour 0, donc pour Q égale 1, j'ai ce terme-là. D'accord? Ça va être le terme pour cette fraction-là. Je peux mettre 0 ou 1, ça ne change rien, c'est des fonctions impériodiques. Et puis, j'aurai la somme pour tous les A premiers avec B de l'indicatrice de B transformée de Fourier en A sur B, et puis transformée de Fourier en moins A sur B de l'autre fonction. D'accord? Donc là, j'ai calculé une partie de la somme qui a été donnée par Parseval. Et puis, j'ai aussi la somme pour L plus grand ou égal à 2 de la même chose. Okay? Mais donc cette somme-là, ça va être très proche de 0 par ce lemme-là. Okay? Donc ça va être très proche de 0. Et puis ça fait quoi? Bon. Celui-là, ça fait n. Celui-là, ça fait b-1 puissance k. Ok. Alors là, pardon, ça c'est A et B premiers entre eux. Alors il faut recopier ce qu'on a mis. Donc je vais avoir un facteur b-1 puissance k-1. Et puis là, je vais aussi avoir un n. Et puis sur b-1. Alors le signe là et le signe là s'annulent. Et puis il reste la somme A et B premiers entre eux. Donc c'est une somme sur A de E 4A sur B. Je crois que c'est correct. OK. Alors, il faut calculer une somme exponentielle. Alors ici, B est un nombre premier, donc 4 va être premier avec B. Et donc ça fait juste mu de B. OK, c'est le lemme, un lemme précédent. Ça fait mu de B, et B est un nombre premier, donc ça fait moins 1. Okay. Et donc cette contribution de ces fractions, ça va faire n, donc c'est B exposant K, n, et puis B moins 1 exposant K, et puis je vais avoir normalement, quand on fait le calcul, c'est ça qu'on obtient. Oui? Voilà. Donc, j'ai calculé la contribution de ces fractions-là. C'est pas un peu rapide de dire quand même que si on somme grand N termes proche de 0 enfin... Eh oui, il y a beaucoup de trucs qui sont rapides dans cet exposé. Et donc, il faut dire à quel point c'est proche de 0. Okay? Donc, en fait, comme le D est très petit, c'est log. Les nombres premiers sont extrêmement bien équidistribués modulo B exposant L. Parce qu'on prend les nombres premiers jusqu'à N. Et donc, N est beaucoup plus grand que D. Et donc, il faut quantifier tout ça. Donc, il faut faire des termes d'erreur. Okay? Donc, ce que je vais vous montrer, c'est juste des idées. Mais c'est en aucun cas une preuve rigoureuse. Donc là, j'ai vu la contribution seulement de certains termes. C'est un tout petit nombre de termes par rapport à toutes les fractions n sur n. D'accord? Mais ce qui va se passer, c'est qu'il n'y a que ces fractions-là qui sont importantes. Et en fait, ce qu'on va faire après, c'est de montrer que la contribution de toutes les autres fractions, c'est complètement négligeable. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous convaincre que ça, c'est le terme qu'on attend. Donc en particulier, la constante kappa b que j'ai écrit au début, c'est b fois b-2 sur b-1 au carré. Ça va vous convaincre que, en fait, ce qui restera à faire, c'est de montrer que la contribution de toutes les autres fractions, c'est négligeable. OK? Donc,
Maintenant, on va expliquer intuitivement pourquoi KB, c'est B fois B-2 sur B-1 au carré. Pourquoi est-ce qu'on s'attend à ce que la somme, le nombre de nombres premiers qui sont dans l'ensemble grand B, c'est cette constante fois le reste. Donc ça, c'est pas du tout une preuve rigoureuse, mais c'est une explication de la constante. Donc si on prend un entier entre 1 et n, ou n-1 au hasard, on veut savoir c'est quoi la probabilité que n est premier et n est dans B. Donc on n'a pas de chiffre 4 dans son écriture en base B. Ok. Alors, en fait, je vais regarder le dernier chiffre. Je vais regarder est-ce que n est premier avec petit b ou pas. Donc c'est la probabilité que n est premier avec B fois la probabilité que n est dans P, n est dans B, sachant que n est premier avec B. Ok? Il y a juste le cas de n égale B, c'est un nombre premier, mais il n'y en a qu'un seul comme ça, donc ça ne change rien. Et maintenant, en fait, sous la condition que n et B sont premiers entre eux, donc le dernier chiffre de n, c'est pas 0 en base B, en fait, on peut penser, donc ça, c'est pas une démonstration, évidemment, mais on peut penser que les deux propriétés d'être premier et d'être dans B sont indépendantes. Ok? Donc là, c'est ça qu'il faut justifier, en fait, en faisant toute la preuve, mais est-ce que c'est indépendant? Si c'était indépendant, alors on pourrait écrire que c'est la probabilité que n est dans P, sachant que n et B sont premiers entre eux, fois la probabilité que n est dans B, sachant que n, B. Ok. Donc maintenant, je vais réécrire ça. Donc là, je peux dire que c'est la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité que nb égale 1, et là aussi. Juste les probabilités conditionnelles. Et donc, ça s'annule avec ça. Ok. Puis la probabilité qu'on est premier, sachant qu'on est premier avec B, bah, enfin non, pas sachant, mais et qu'on soit premier avec B, on peut enlever cette condition, ça ne sert à rien. Si on est premier, on va être premier avec B, sauf cas exceptionnel. Ok. Donc c'est quoi la probabilité que n est premier? Si on prend au hasard, bah, c'est 1 sur log n environ. Ok. Alors, probabilité que n est dans B, sachant que nb égale 1. Donc en fait, il faut que les nombres, ici il y a b-1 choix à chaque fois, parce qu'il ne faut pas le chiffre 4, sauf le dernier. Et le dernier, il faut non seulement qu'on ne soit pas 4, mais il faut qu'on ne soit pas 0 non plus. Donc il y a b-2. C'est là que ça vient le b-2. Donc ça fait b-2 fois b-1 exposant k-1 sur le nombre total de nombres premiers, de nombres plus petits que n. D'accord? Et puis, il faut encore diviser par la probabilité que n et b sont premiers entre eux. Donc là, ça va juste être, bah, j'ai b choix à chaque fois, sauf là, j'ai b-1 choix, je ne peux pas prendre 0. C'est clair pour tout le monde? Donc, je vais avoir b exposant k-1 fois b-1 sur b exposant k. Puis je prends 1 sur... Ok. Et si on fait le calcul, ça fait b fois b-2 sur b-1 au carré. Et puis je vais avoir b-1 exposant k. Ah, je crois que c'est ça. Sur log n. Et encore sur n. Ok, n c'est b exposant k. Ok, c'est correct? Et donc ça, c'était la probabilité que n est dans P, sachant que, et que n est dans B aussi.
Et donc, si on multiplie par n, on va avoir le nombre de nombres qui satisfont les deux propriétés, vu que n est uniforme là, dans cet ensemble. Donc ça explique que si on prend la somme, l'indicatrice qu'on soit dans B et l'indicatrice qu'on soit dans B, ce soit équivalent à B fois B-2 sur B-1 au carré, et puis B-1 exposant K, le nombre d'éléments de B, sur log n, parce qu'il faut être premier. Donc ça, c'est la constante KB, et puis si on remplace l'indicatrice dans le premier par la fonction lambda, alors on enlève le log n. Je n'ai pas compris, là, comment il apparaît le grand n à côté du log de n? C'est puissance K. Ah, c'est B puissance K. Voilà. Merci. Okay. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que intuitivement, ça ne constitue en rien une preuve, mais intuitivement, ça devrait être égal à ça. Et on a vu plus ou moins rigoureusement que la contribution de ces fractions-là, quand on passe en mode Fourier, c'est déjà égal à ce qu'on veut. Il n'y a pas le log n puisqu'on a le lambda. Okay. Donc maintenant, ce qui reste à faire, c'est montrer que les autres fractions, celles qui ne sont pas de la forme-là, elles contribuent très peu. Alors, je ne vais pas avoir le temps de tout faire. Donc, je vais faire seulement une partie et je vais essayer de vous donner quelques idées de pourquoi ça se fait et comment on fait. Alors normalement, la méthode Hardy-Littlewood, ça marche bien pour les équations avec au moins 3 variables. Donc, par exemple, n égale à P1 plus P2 plus P3. Ici, il y a 3 variables. Alors, nous, on regarde l'équation A moins B égale 0, où on sait que B est dans B, et on sait que A est premier. Ça, c'est une discussion un peu informelle, mais c'est pour expliquer que normalement, la méthode du cercle n'est pas censée marcher pour des équations de ce type-là, parce qu'il n'y a pas assez de variables. Ce qu'on va utiliser, c'est que l'ensemble B, sa transformée de Fourier, a des propriétés assez exceptionnelles. Elle est très très petite en dehors des rationnels qu'on a vus, beaucoup plus petite qu'une fonction aléatoire, et donc la méthode va marcher. Mais la méthode du cercle, elle marche pour la méthode de Goldbach avec 3 nombres premiers qui valent un nombre impair, parce qu'il y en a 3, mais si on passe à 2, la méthode ne marche pas du tout. Elle pourrait marcher, mais aucun moyen de la faire marcher. Voire peut-être qu'elle même elle ne marche pas. Donc maintenant, on va voir pourquoi ça fonctionne. On va regarder d'un peu plus près la transformée de Fourier de B et on va voir que elle satisfait des formules assez intéressantes. Donc si on regarde transformée de Fourier en alpha arbitraire, ça va être égal au produit pour i égale 0 jusqu'à k moins 1, la somme pour n entre 0 et b de e n bi alpha. Donc la transformée de Fourier, et là une écriture jolie en produit comme ça. Donc ça c'est une somme sur b termes, donc b est une constante, et puis c'est un produit sur k termes, et k va tendre vers l'infini. Okay, donc il y a beaucoup plus de... Ça c'est un produit beaucoup plus grand que la somme. Et donc ça c'est une propriété très spéciale de b, c'est ça qui va nous permettre de faire quelque chose. Ok.
Alors, pourquoi? Donc, par définition, ça c'est la somme pour n plus petit que n. Un b de n, e n alpha. D'accord? Maintenant, je vais réécrire qu'est-ce que ça veut dire que n est dans b. Okay? Donc, en fait, je vais écrire n en base b, et il faut que je n'ai pas le chiffre 4. Ah, ici, j'aurai aussi n différent de 4. Donc, si on écrit n comme n0, n1 jusqu'à nk-1 en base b, sommer sur tous les n entre 0 et n, c'est sommer sur tous les n0, sommer sur tous les n1, sommer sur tous les nk-1 de e, et puis n c'est la somme des ni et bi, i égale 0 jusqu'à k-1, et puis ça fois alpha. Et à chaque fois que j'ai ni, c'est ni entre 0 et b, et différent de 4. D'accord? Toutes les sommes là. Ok? J'ai juste réécrit n. Et maintenant, bon, l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Et donc, je vais avoir que ça, c'est le produit pour i égale 1 jusqu'à k-1, 0, de e de ni, bi, alpha. Okay. Donc, c'est le produit de choses, mais chaque facteur ne dépend que de ni et pas des autres. Et donc, ça se factorise complètement en un produit de k facteurs, et chacun, c'est la somme sur n de ça. Okay. Donc, je vous laisse terminer le calcul. Donc, on a une expression comme ce produit pour une caractéristique de b. Et alors, ça, c'est bon, ça, c'est un nombre fixé, si on veut, quand on regarde la somme sur n. Et donc, ça, c'est une suite géométrique encore, sauf qu'il manque le terme 4. C'est comme on a vu avant. Donc, c'est quelque chose de très qu'on comprend très bien. Alors, une autre formule pour la transformée de Fourier de l'indicatrice de B. Donc là, je vais définir une nouvelle notation. Si je fais la somme pour n plus petit que b exposant L, donc d'habitude, je fais la somme pour b exposant k, mais là, je prends L qui est plus général. Et puis, j'ai la même chose qu'avant. Ça, c'est une définition. Alors, on a cette propriété-là. Si je prends transformée de Fourier de B jusqu'à L1 plus L2 de alpha, ça se factorise comme transformée de Fourier jusqu'à B exposant L1 fois la transformée de Fourier, presque de alpha aussi, mais en fait, ça va être plutôt B exposant L1 alpha. D'accord? Ça utilise juste la formule là-bas, et donc c'est un exercice. Donc, cette transformée de Fourier, elle a des chouettes propriétés. Okay. Maintenant, on va regarder. Donc avant, on a regardé les rationnels A sur B, ou A sur B exposant L. Donc le dénominateur, il est petit, puisqu'il était plus petit que le paramètre D, et c'était une puissance de L. Maintenant, on va regarder les rationnels A sur Q, où Q est petit, mais Q n'est pas une puissance de B. D'accord? Donc avant, on avait regardé ceux qui étaient une puissance de B. On a regardé ça au moins pour la transformée de Fourier de lambda. Donc ce qu'on doit montrer, ça, ce ne sont pas des rationnels de la forme précédente.
qui donne la contribution principale. Et donc, on a montré que pour ces rationnels-là, soit la transformée de Fourier de lambda, soit celle de B est petite. En fait, ça va être celle de B qui est petite. Ça a du sens. Là, je vais démontrer le lemme 10. Donc, soit Q plus petit que le paramètre D, et on suppose qu'il existe un P différent de B qui divise Q, d'accord, un nombre premier. Alors, cette transformée de Fourier, elle est petite. Elle est plus petite que B-1 exposant K sur exponentielle, une constante qui dépend de B, et puis K sur log K. Bon, essayons de comprendre ce que ça veut dire. Donc, la bande triviale, si on met juste des valeurs absolues dans la définition de la transformée de Fourier, donc la bande triviale de ça, c'est B-1 exposant K. Okay, c'est la valeur qu'on a en 0 d'ailleurs. Et ici, on va gagner quelque chose, on va être plus petit que B-1 exposant K, on va diviser par ce facteur-là. Alors, si on n'avait pas le log K, ça veut juste dire qu'on divise par l'exponentielle de K. D'accord? Donc on divise par quelque chose de plus petit. Bon, là, c'est presque pareil, mais il y a un log K. Donc ça va être beaucoup plus petit que la bande triviale quand même. Et donc, grâce à ça, on va pouvoir montrer que les rationnels de cette forme-là, ici, leur contribution va être petite, parce que le terme pour B est petit. Après, il y aura d'autres rationnels, par exemple des rationnels qui ont un grand dénominateur. Pour cela, on va utiliser des choses sur les nombres premiers, pour montrer que la contribution de lambda chapeau est petite, au lieu de celle de B. Et pour le moment, concentrons-nous là-dessus. Alors, comment est-ce qu'on fait? On va regarder la formule là-bas qu'on a pour l'indicatrice. Donc, on a un produit de termes. Et donc, si on met des valeurs absolues partout, c'est un peu bête, on aura B-1, puisqu'on fait une somme de B-1 termes qui sont plus magnitude petit que 1. Et donc, on a B-1 exposant K. Donc, il faut faire mieux que ça. Okay. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer que la somme sur n là, elle est un peu plus petite que B-1 pour beaucoup de i. D'accord? C'est ce qu'on va faire. Ok. Alors d'abord, on va faire, donc on va regarder la somme à l'intérieur. Pour un θ général, on regarde cette somme. Ça, c'est presque une progression géométrique. On va utiliser l'inégalité triangulaire, mais pas partout. En fait, on va garder certains termes. Donc, ça commence par 1 quand n égale 0, puis j'ai e de θ, et puis j'ai e de 2θ, plus e de 3θ, et je vais les grouper par 2. D'accord? Puis j'ai pris n différent de 4, comme ça je passe directement à e de 5θ, plus e de 6θ, etc. Jusque e de b-2θ, plus e de b-1θ. D'accord? Ça, c'est l'inégalité triangulaire. OK? Et maintenant, voilà. Ça, c'est une exponentielle. Et donc, en fait, on peut factoriser e de 2θ, et puis ça va disparaître. Donc, en fait, c'est égal à b-1 sur 2, c'est le nombre de termes comme ça, fois le premier terme. OK? Et nous, on veut faire mieux que la bande triviale de b-1. Donc, on va montrer que ça, c'est plus petit que 2.
Et ça ne va pas être plus petit que 2 tout le temps. Si θ est un nombre entier, E de θ c'est 1, et donc ça ne marche pas. Donc on va montrer que sous certaines conditions, ça c'est petit. Okay. Donc, regardons 1 plus E de θ au carré. Ça fait 2 plus 2 partie réelle de E de θ. Okay, donc ça fait 2 plus 2 cos de pi θ. D'accord? Et maintenant, c'est quoi cette fonction 2 plus 2 cos pi θ? Donc là, c'est 4. Ça va descendre, ça va remonter comme ça. Ok, ça c'est la fonction. Et c'est pas facile de travailler avec ça. Et donc on va la majorer par une autre fonction, beaucoup plus simple. Donc on va prendre, ça c'est E exposant moins x carré. Mais après on va la rendre périodique, comme ça. Et donc, vous pouvez faire un graphique, mais il se trouve que cette fonction est plus petite que 4 exponentielle de moins 2 θ carré. Mais c'est plutôt comme ceci, parce qu'on veut qu'elle soit impériodique. Et donc ça va être la fonction en vert, et c'est bien plus petit. Ça, c'est beaucoup plus agréable à travailler. Donc maintenant, si on remet ça là-dedans, on a que la somme de E n θ, n plus petit que b différent de 4, c'est plus petit ou égal à, je prends la racine carrée, les deux s'enlèvent, et donc il reste b moins 1 exponentielle de moins θ au carré. Okay, ça c'est beaucoup plus sympa, parce que maintenant je vais faire un produit pour tous les i, et un produit d'exponentielle, c'est l'exponentielle de la somme. Ça va être très pratique. Ok, donc j'ai un b chapeau de θ, c'est plus petit ou égal au produit, i égale à 0 jusqu'à k moins 1. Puis j'aurai exponentielle. Alors je mets la somme directement dedans. Donc en fait j'ai le facteur b moins 1 ici, je l'ai k fois. Donc j'ai b moins 1 exposant k. Et puis exponentielle moins la somme i égale à 0 jusqu'à k moins 1 de la norme de bi θ au carré. D'accord? Maintenant on se souvient que θ égale à A sur Q. Et il faut regarder ça. Okay. Donc ça c'est un nombre positif, donc ça va être un nombre plus petit que 1. Il faut montrer que c'est un nombre nettement plus petit que 1 quand θ est de cette forme-là, avec Q qui n'est pas une puissance de B. Bon. Comment est-ce qu'on fait? Alors, il faut montrer que ça, c'est très petit. Et donc en fait, il faut montrer que ça, c'est grand. Ok? Mais alors peut-être que les termes vont pas tous être grands, mais on fait la somme de termes. Donc il suffit de montrer que beaucoup de termes sont pas trop petits. Beaucoup de termes sont plutôt grands. Ok? Donc c'est ce qu'on va faire. Donc si on regarde BI, A sur Q. Donc le plus petit entier, l'entier le plus proche de ça. Ça, en fait, ce qu'on peut déjà dire, c'est plus grand que 1 sur Q. D'accord? C'est évident.
c'est un rationnel. Et puis ça, c'est au moins 1 sur D. Parce qu'on prend Q, qui est un nombre quand même petit. Et donc, je vais faire un dessin. Donc ça, c'est l'intervalle 0, 1. Mais le 0, il est là, et puis le 1, il est de nouveau là. J'ai enroulé. Okay. Et donc, c'est là-dedans que vivent les parties fractionnaires. Ça, c'est un nombre entre 0 et 1. Et donc, on sait que ici, j'ai un tout petit intervalle de diamètre 2 sur D, quelque chose comme ça, où on n'est jamais dedans. Okay. Donc, aucun de ces termes-là n'est dedans. Et c'est là qu'on est très proche d'un entier. Donc, on se rapproche. D'accord. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on sait qu'on n'est jamais là-dedans. Mais imaginons qu'on soit quand même proche. Donc, quand on est proche de 0, c'est là que ce truc-là est tout petit. Okay. Donc, imaginons qu'on soit vraiment proche de 0. On ne peut pas être dans cette région-là, mais bon, on est là. Après, donc, si θ est là, supposons, qu'est-ce qui se passe? Nous, on regarde les b puissance iθ. Mais si θ, c'est un nombre entier plus sa partie fractionnaire, ça c'est un nombre entier, alors bi θ, c'est un autre nombre entier plus bi epsilon. Et si epsilon est très petit, ça c'est encore sa partie fractionnaire. Par contre, quand epsilon devient plus grand que bi, alors ça va redonner un nombre entier. Okay. Mais là, si on suppose que θ est très petit, en fait, quand on regarde bθ, on va être un peu plus loin par là. Okay. Et puis, un peu plus loin par là, etc. Et donc, on voit qu'on ne va jamais rester très proche de 0. Ok. Là, ça c'est une suite exponentielle, si on veut. Et donc, elle va très vite s'éloigner de 0, et à un moment, elle va atteindre une région qui est loin de 0. Et dans cette région-là, le terme norme de biθ va être grand. Et donc, au total, on aura beaucoup de termes grands. Parce qu'il ne peut pas y avoir beaucoup de termes consécutifs qui sont petits, parce qu'à chaque fois, on s'échappe. Okay. Donc, j'avais prévu d'écrire, mais je ne vais pas écrire la preuve parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais ça, c'est l'idée. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre plusieurs i consécutives, donc 0, 1, 2, 3, jusqu'à un certain paramètre. Il faut une lettre A. Non, pas A. L. Et donc, si on prend les normes de b, i, θ pour i entre 0 et L, si L est bien choisi, on va à chaque fois arriver dans cette région-là pour au moins un des termes de la suite. Et donc là, on a k termes, et donc on va prendre les L premiers, puis les L suivants, puis les L suivants, et pour chaque suite de ces L termes consécutifs, il y en a un qui va atterrir dans un ensemble qui est quand même assez éloigné de 0, et donc c'est comme ça qu'on va majorer la contribution. D'accord? Donc ça, c'est l'idée. Je ne vais pas faire les détails. Alors, j'ai vraiment plus beaucoup de temps. Donc, ce que je vais dire, c'est déjà que les nombres avec un petit dénominateur, on a traité ceux dont le dénominateur c'est une puissance de b, et puis il y a ceux dont le dénominateur est petit et n'est pas une puissance de d. Mais en fait, tout ce que je dis là, ça n'a pas beaucoup de sens, puisque les nombres qu'on regarde, c'était un b chapeau de n sur n, lambda chapeau de moins n sur n. Et n, c'est une puissance de b, c'est b exposant k. Donc en fait, ils ont tous des dénominateurs qui sont des puissances de b. Et en fait, on va remplacer cette somme en utilisant le théorème d'approximation de Dirichlet. Pour chaque fraction, on va même oublier que c'est une fraction, c'est un nombre réel, chacun de ceux-là.
on va utiliser le théorème d'approximation de Dirichlet pour l'écrire comme une fraction avec un dénominateur plus petit que D. Vous vous souvenez, c'était la version 2 avec la bande D, et on va prendre D, c'est racine de grand N. Et donc on va remplacer toutes les fractions par des fractions avec un dénominateur au plus racine de N, avec une petite erreur qui est pour plus 1 sur D fois grand D. Okay. Donc en fait, on utilise le théorème d'approximation de Dirichlet pour passer des N sur N à A sur Q plus bêta. Bêta est au plus 1 sur Q fois N 1 sur 2. Ça, c'est le paramètre que j'utilise dans la version 2 du théorème d'approximation de Dirichlet. Et le dénominateur, il est au plus Q N 1 sur 2. D'accord? C'est ça pour tous les rationnels. Maintenant, il faut recommencer l'argument qu'on a fait ici, mais au lieu de A sur Q, j'ai A sur Q plus bêta. Mais bêta, c'est tout petit. Et donc, en fait, la preuve marche encore. Juste un peu plus embêtant, mais là, tout ce qu'on a fait, c'est avec un θ arbitraire. Il faut juste regarder à la fin. Et, au lieu d'avoir exactement plus grand que 1 sur Q, comme ici, j'aurais un bêta fois B exposant I, j'aurais peut-être j'aurais plus grand que 1 sur 2Q. Mais, juste par l'inégalité triangulaire. Mais sinon, tout marche correctement. Donc, en fait, l'argument qu'on a fait ici, ça va régler le cas de toutes les fractions dont le dénominateur est petit et n'est pas une puissance de B. Et on a déjà fait ceux dont le dénominateur est petit et est une puissance de B. Il reste ceux dont le dénominateur est grand. Est-ce que je peux dépasser d'un quart d'heure? Ok. Alors. Donc là, on s'est attaqué au côté indicatrice de B. Maintenant, on va regarder l'autre fonction, mais ça, c'est sur les nombres premiers. Mais vous voyez, c'est ça, lambda chapeau de alpha. Donc c'est la somme lambda de n, n alpha. Ça, c'est une indicatrice qu'on est premier, avec un certain poids log n. Et donc ça, c'est juste quelque chose sur les nombres premiers. Ça n'a aucun rapport avec notre problème. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qu'on peut espérer que les gens ont déjà étudié pour d'autres problèmes sur les nombres premiers. Et effectivement, le théorème de Vinogradov, que tous les nombres naturels s'écrivent comme 3 nombres premiers, si on est suffisamment grand et impair, ça utilise exactement cette fonction-là. Donc Vinogradov, en 1930, c'était il y a longtemps, il a déjà étudié cette fonction-là. Alors, quand est-ce que ça, c'est petit? C'est ça la question. En fait, ça va être petit dès que alpha n'est pas proche d'un rationnel avec un petit dénominateur. Je vais l'écrire, c'est très important. Okay. Donc on a déjà vu que quand Q était petit, quand Q est plus petit que le D, le paramètre qui est une puissance de log n, on avait exprimé cette somme en regardant la valeur de n modulo Q. Et on avait vu que c'était quand même quelque chose qui n'était pas tout petit. On n'avait pas eu 0. En tout cas, quand on avait lambda chapeau de A sur B, on avait quelque chose de substantiel. Par contre, quand on est loin d'un rationnel avec petit dénominateur, en fait, le comportement... Je vais faire un dessin. Imaginons qu'on ait alpha ici. Alors, en fait, il y a deux cas. Donc, si alpha
est un rationnel avec un petit dénominateur, quand on regarde 2 alpha, 3 alpha, là c'est E de... En fait, si c'est un rationnel avec petit dénominateur, on va retomber sur alpha, et on a très peu de points, et puis ça va faire un cercle. Donc les itérer, on va retourner ici après, ça va ressembler, voilà, ça va être périodique. Et même si on n'est pas exactement égal à un rationnel avec petit dénominateur, peut-être que quand on a fait le tour, on va retomber tout près, mais pas exactement, mais c'est pas grave. Ça va avoir le même comportement. Okay. Tandis que quand on est loin d'un rationnel avec petit dénominateur, en fait, ça va faire quelque chose d'aléatoire. Okay. Donc, ça, c'est pas très précis. Il faut dire qu'est-ce que ça veut dire être proche, qu'est-ce que ça veut dire être petit. Et qu'est-ce que ça veut dire que ça, c'est petit. Okay. Mais c'est un problème que Vinogradov a étudié. Il en avait besoin pour son théorème sur la somme de 3 nombres premiers. Maintenant, je vais énoncer un résultat. Donc, de Vinogradov. Donc, tous les nombres irrationnels ou n'importe lesquels, on peut, par le théorème d'approximation de Dirichlet, les écrire comme un rationnel plus bêta, où Q est plus petit que D et bêta est plus petit que 1 sur QD. Je vais changer de notation parce que j'ai déjà le Q. Donc ça c'est ce que donne Dirichlet, d'accord? Donc même quand on est loin d'un rationnel avec petit dénominateur, en fait on va être proche d'un rationnel avec grand dénominateur. C'est ça que ça veut dire. Alors Vinogradov a dit que ça, pour certains dénominateurs, ça va être petit, pardon. Donc en fait, je vais changer ces hypothèses. Je vais juste mettre que bêta est plus petit que 1 sur Q carré. C'est la version 1 du théorème de Dirichlet. Et maintenant, il y a aussi que A et Q sont premiers entre eux. Important. Maintenant, ça, ce qui nous intéresse, c'est plus petit que... Donc on va disséquer dans un instant ce que ça veut dire. Donc c'est n fois Q moins 1 demi plus n puissance 4 cinquième plus n puissance 1 demi Q puissance 1 demi et puis des facteurs log, mais c'est pas très important. Donc ça c'est très important. C'est un résultat sur les nombres premiers qui disent que leur transformée de Fourier est petite. Est-ce que c'est vraiment petit en fait? C'est ça la question. Parce que la borne triviale, c'est lambda chapeau plus petit que n. Donc la question c'est, dans quel cas est-ce que ça, c'est plus petit que n? Sinon, on n'a rien gagné du tout. En fait, vous voyez que si Q est petit, ben là, on va avoir n. Donc si Q égale à 5, c'est très grand. En fait, on n'a rien gagné, on a même pire que le trivial, parce qu'on a les facteurs là. Donc ça implique que Q doit être suffisamment grand pour que ce soit non trivial. En fait, si Q est plus grand que D, le D c'était log n exposant 10, alors ça va battre le log n exposant 4, on va avoir log n exposant moins 6, et donc on va gagner par une certaine puissance d'un facteur log. Alors ça, c'est plus petit que n, donc c'est bon, on est content. Et puis là, ben, il faut que Q soit plus petit que racine de n. Mais bon, ça, que n, pardon. Il faut que Q soit nettement plus petit que n. Mais nous, on utilise le théorème d'approximation de Dirichlet avec Q est beaucoup plus petit que n. Et
Donc ça, c'est OK, il n'y a aucun problème. Ça, il n'y a aucun problème. Et donc, ici, il faut que Q soit grand. Mais on a déjà traité le cas de quand Q est petit, parce qu'il y avait deux cas, si c'est une puissance de B ou pas une puissance de B. Et donc, on peut utiliser le théorème de Vinogradov pour la contribution des autres rationnels dont on n'a pas parlé. Donc on se souvient, après avoir utilisé le théorème de Dirichlet, avant on avait la somme sur tous les n plus petits que n et puis les fractions n sur n. Maintenant, ça va être différent. On va faire la somme sur tous les q plus petits que racine de n, et puis la somme sur tous les a, tels que a et q sont premiers entre eux. Et puis on va faire la somme sur tous les bêta avec une certaine condition de lambda dans l'autre sens, l'indicatrice de B A sur Q plus bêta, lambda chapeau de moins A sur Q moins bêta. Ça, c'est ce qu'on a après avoir utilisé le théorème de Dirichlet. Alors, le bêta, qu'est-ce que c'est? Le bêta, ça va être la différence entre l'ancienne fraction n sur n et la nouvelle fraction a sur q. Okay? Et donc, on sait que déjà, cette différence par le théorème de l'approximation de Dirichlet est plus petit que 1 sur q fois n exposant 1,5. C'est la version 2 avec le paramètre n exposant 1,5. Okay? Et puis, il faut aussi que, en fait, n fois la fraction soit un entier, puisque a sur q plus bêta, c'était petit n sur grand n. Okay, donc, ça, c'est les conditions sur bêta. Ça, c'est ce qui nous intéresse. Mais on a déjà traité le cas de q petit. Donc, en gros, ce qui nous intéresse, c'est quand q est plus grand que d. Il faut borner ça. Et on va le borner en mettant des valeurs absolues partout. Et puis, ici, on utilise Vinogradov. Le résultat là. Et donc, ce qui va nous rester, c'est une somme de la transformée de Fourier discrète de l'indicatrice de B. Donc ça c'est une sorte de norme L1 de la transformée de Fourier de l'indicatrice de B. D'accord? En fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on a tous les A sur Q avec Q plus grand que D. Donc, c'est pas trop exactement où ils sont, mais là, c'est sur le cercle. Et puis, on va avoir les plus bêta. Okay, donc, à chaque fois, on va avoir un A sur Q, et puis on va avoir les fractions de dénominateur n qui sont proches. Donc le A sur Q lui-même, il n'est pas dans l'ensemble, mais les A sur Q sur bêta sont comme ça. Donc on va avoir des groupes, et chaque groupe il correspond à une fraction A sur Q, où Q est un grand dénominateur. Donc ce qu'il faut faire, donc je ne vais pas le faire, mais je vais expliquer les idées. C'est on a une somme sur Q et une somme sur AQ égale 1 et puis encore une somme sur bêta. Il faut borner quelque chose qui ressemble à ça. Alors ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser la propriété de factorisation de cette fonction. Donc c'était le lemme avec L1 plus L2. Où on va créer deux copies. Et au lieu de... je vais
pas donner de détails, mais on va avoir deux copies comme ça. Et puis on va se débrouiller pour en fait factoriser. On va avoir ces deux sommes-là qui vont avoir trait avec une copie, et puis cette somme-là avec l'autre copie. Donc là, c'est normal que vous ne voyez pas pourquoi c'est le cas, mais vous devez me faire confiance. Et donc, traiter ces triples sommes, ça va être la même chose que traiter ces deux sommes-là séparément. Et donc pour les deux sommes, on va utiliser des techniques différentes. Donc là, vous voyez, on a une somme sur tous les bêtas, mais donc quelque part, on a notre rationnel A sur Q, et puis peut-être qu'ici, on a quelqu'un qui a un dénominateur N, et puis après, les écarts, ça va être à chaque fois 1 sur N. Et donc la somme sur bêta, ça va faire une somme sur une progression arithmétique comme ça. Okay. Donc ça va être une somme sur une progression arithmétique. Et ça, l'autre, ça va être une somme sur tous les A sur Q, où Q est au moins D, et A et Q sont remis entre eux. Donc ils sont quelque part sur le cercle. D'accord. La remarque importante, c'est que si on a deux fractions comme ça, alors leur différence, c'est plus grand ou égal à 1 sur Q1, Q2, parce que ça c'est un rationnel. Quand on met sur le même dénominateur, on a Q1, Q2, et puis si c'est pas la même fraction, alors le numérateur va être au moins 1. Okay. Et donc en fait, ces nombres-là, dont le dénominateur est entre D et N 1,5, ils vont être espacés de au moins cette quantité-là. Et donc ils vont être bien distribués sur le cercle. Et ce qu'il faut faire, c'est remplacer la somme sur Q et la somme sur A, Q égale 1. Donc ici, on utilise que A et Q sont premiers entre eux, sinon on pourrait avoir deux fois la même fraction. Cette somme-là, on va la remplacer par une intégrale sur le cercle. Parce que ça va être comme une somme de Riemann. On va faire des sommes sur des morceaux, mais les morceaux vont être bien espacés entre eux. Donc là, ça va remplacer, donc on va avoir la somme d'une fonction, ça va être remplacé par l'intégrale d'une fonction. Mais pour que ça marche bien, il faut que la fonction ne varie pas trop. Parce qu'elle pourrait être très petite là, et puis juste à côté être très grande, mais ça veut dire que sa dérivée est très grande. Okay. Donc il va falloir étudier en plus de en plus de cette fonction-là, il va falloir aussi étudier la dérivée. Donc il va falloir contrôler la dérivée et la fonction elle-même. Et donc c'est comme ça qu'on va réussir à traiter cette somme-là. Donc ce qu'on fait là, ça porte le nom du grand crible. Et puis l'autre type de somme, c'est juste une somme sur une progression arithmétique. Et là, on peut écrire explicitement la progression arithmétique. Et on obtient une très bonne borne. Et donc en mettant tout ensemble, on voit qu'il y a un très petit nombre de rationnels qui donnent une grande contribution. Donc si je fais un graphe de la fonction lambda chapeau 1b chapeau, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une fonction impériodique. En 0, elle est extrêmement grande. Et puis, là, j'ai 1 sur b, 2 sur b, 3 sur b. Okay. Et là, on a vu qu'elle est grande. Alors, ici, c'est réel, et puis on est 1 sur b, 2 sur b, etc. Il y avait le E, 4a sur b, donc elle n'est pas réelle, mais ici on prend le module. Et donc, elle va être très grande, et puis elle va être très petite, puis grande, petite, grande, petite, etc. Donc, ce qu'on a fait, et après nous, on fait la somme sur tous les n sur n. On a montré que
pour cela, la somme est grande. Et puis, on a traité séparément ceux qui restent, qui ont un petit dénominateur, sachant qu'ils sont à une puissance de b ou pas. Et puis, finalement, ceux qui sont proches d'une fraction avec un grand dénominateur. Et pour celui-là, on a utilisé la bande de Vinogradov sur la distribution de nombres premiers. Voilà, c'est tout. Merci pour votre attention.